Bonsoir. Des travaux qui tournent au cauchemar, des produits de consommation jamais livrés, d'autres facturés plusieurs fois. Chaque année, des escrocs font des milliers de victimes et personne n'est à l'abri de ces artisans véreux. Au palmarès des arnaqueurs, certains plombiers. En caméra cachée, nous avons testé leur professionnalisme en provoquant une simple panne de joint de tuyauterie. Et vous le verrez, selon les plombiers, les frais de réparation demandés vont du simple au quadruple. Il y a aussi les commerçants qui promettent des rabais exceptionnels, mais qui au bout du compte vous vendent à prix d'or des articles bas de gamme, une pratique commerciale illégale appelée vente à la postiche. Et en matière de travaux, ce que nos équipes ont découvert sur les pratiques de certains artisans est édifiant et les conséquences sont parfois dramatiques. Nous avons suivi le combat de familles qui ont perdu les économies de toute une vie à cause d'un escroc qui a su gagner leur confiance. Alors, qui sont ces arnaqueurs ? Comment éviter de se faire piéger ? Et surtout, comment obtenir réparation quand on s'est fait avoir ? Voici 90 minutes enquête, bonimenteurs, arnaqueurs, artisans véreux, enquête sur les fraudes à la consommation. Mes travaux se sont arrêtés là. Mon préjudice, j'ai payé 13 500 € sur un total de 15 000 €. En Seine-et-Marne, une société spécialisée dans l'habitat encaissait des chèques sans jamais terminer les travaux. Bilan, un préjudice de 500 000 € et des dizaines de victimes. Au palmarès des arnaques les plus fréquentes, la plomberie. Souvent de petites réparations aux factures salées, démonstration en caméra cachée. De recherche de fuite, 160 € pour 150 € éventuellement. 150 € pour 3-4 minutes passées, ça nous fait à peu près du 40 € la minute. Démarchage à domicile, vente forcée, certains escrocs ne reculent devant rien et n'hésitent pas à s'attaquer. couverture comme celle-ci, vous connaissez ? C'est un produit qui a été reconnu par le Conseil de l'ordre des médecins. Vous l'avez acheté combien ? 1500 €. Vous trouvez ça un peu cher. Oui, assez cher. Il fallait vraiment que j'achète. Regardez tout ce que j'ai acheté. Moi je dis c'est des méthodes qui flirtent avec l'immoralité, il faudrait arrêter. Les arnaques les plus difficiles à déceler, les escroqueries financières, de plus en plus sophistiquées. Maman a été escroquée de 140 000 €. Du jour au lendemain, ils ont perdu les économies de toute une vie. On sait très bien qu'il est parti planquer de l'argent quelque part, et puis voilà, mais le problème c'est qu'il faut le prouver, et personne ne peut le prouver, quoi. Qui sont ces véritables professionnels de l'escroquerie? Comment les repérer? Comment obtenir réparation quand on s'est fait avoir? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de braquage de banque. Mais c'est les braquages des particuliers. Alors il faudrait que ce soit puni. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous faites de la plomberie ? Oui, bien sûr. Voilà, parce que j'ai une fuite d'eau dans ma salle de bain. Le dépannage à domicile est l'un des secteurs les plus concernés par les plaintes de consommateurs. Coûts d'intervention exagérés, devis gonflés à bloc. Chaque année, des sociétés de dépannage abusent sans scrupule et en toute impunité de clients crédules. Comment détecter l'artisan indélicat? Comment éviter la facture trop salée? Bonjour. Nous avons fait appel à un plombier professionnel. Notre complice a accepté de provoquer des pannes classiques dans un appartement. Ça, votre point d'étanchéité n'est pas fait. Donc à partir du moment où vous faites couler l'eau, vous faites la vaisselle, vous allez inonder votre voisin. Donc c'est très simple. Là, il faut absolument reboucher ça. Ça va coûter quoi? Un peu de ciment, un peu de joint de silicone, un dépannage classique. Vous allez osciller entre 90 et 150 €. Vraiment, je veux dire, au grand maximum 150 €, mais il n'y a personne qui paye 150 € normalement un joint de silicone. Quelqu'un de malhonnête pourrait nous faire... Ah bah vous dire que ça va se casser la figure, que tout va tomber par terre, qu'il faut tout changer. Votre évier, il est abîmé, vous faites tout changer, tout. Et là, ça peut monter, quoi. Ah bah oui, vous avez un évier tout neuf, vous avez de la plomberie à reprendre, votre robinet à charger, voilà. Oui, bien sûr que ça peut monter. 1000, 2000, 3000, ça dépend des plombiers. La première intervention ne devrait pas nous coûter plus de 150 €. Notre complice provoque une panne dans la salle de bain, cette fois-ci au niveau des toilettes. Vous avez juste un tout petit peu à déboîter, et si je tire la chasse d'eau, vous allez avoir de l'eau. Tout va couler. Et ça, normalement, un plombier classique, on change juste le joint là, et c'est tout. Et ça coûte combien, ça? 90 à 120 €. Il y a des plombiers qui risquent de me proposer autre chose? De changer la trombe, complètement, parce que, ah ben madame, vous avez vu, elle a du mal à se remettre, vous entendez le bruit, vous faites du bruit aux voisins, et la trombe, ça coûte 800 € en classique. Nous avons choisi plusieurs enseignes de dépannage à domicile au hasard sur Internet, où les publicités foisonnent.
Oui, bonjour monsieur, je voudrais savoir si vous faites tout type de dépannage. Qu'est-ce que vous avez comme souci, madame? C'est de la plomberie. J'ai des fuites au niveau de la cuisine et de la salle de bain. 3 rendez-vous sont fixés dans l'après-midi. Les plombiers que nous avons contactés feront-ils preuve d'honnêteté? Pour le savoir, nous avons équipé l'appartement de caméras cachées. Notre premier rendez-vous est un artisan du quartier. C'est là. Voilà, en fait, plusieurs reprises, il y a de l'eau qui coule partout. Là. Vous n'avez pas de alors? Non. On va faire une recherche de fuite. Chercher de savoir d'où vient la fuite. Et il n'y a pas moyen, là, à première vue, comme ça, en regardant, il n'y a pas moyen. Je suis comme vous, madame. Je suis obligé de chercher pour voir. Ouais. C'est ce qu'on appelle une recherche de fuite. Ouais. Je vais chercher de savoir d'où ça fuit. Et après, je vous dirai qu'est-ce qui fuit. Combien ça coûte pour réparer. La recherche de fuite, c'est 80 €. C'est 80 €. C'est pas cher. Arnaud Deblot est rédacteur en chef du magazine Que Choisir. Il a accepté de nous donner son avis sur le test que nous avons effectué. Que dire recherche de fuite, ça fait tout de suite très sérieux. C'est aussi un peu angoissant pour le client qui se dit, nom d'un chien, c'est grave s'il doit rechercher des fuites. Donc déjà, on crée un peu le choc psychologique du côté du consommateur. Donc après, vous pouvez arriver avec un prix qui peut être élevé. Direction la salle de bain où, rappelez-vous, nous avons simplement déboîté le tuyau d'arrivée d'eau. Et vous savez pas d'où vient l'eau non plus? L'eau, ça fuit ici, là. Ça tombe ici, là. Ça fait un recherche de fuite. Deux recherches de fuite, 160 € pour 150 € éventuellement. C'est long. Nous acceptons de payer 150 € les 2 recherches de fuite. C'est la condition pour connaître le diagnostic du plombier. Alors là, c'est véritablement tout bénéfice pour le plombier, c'est plutôt très bien payé, parce que si on rapporte les 150 €, il fait 10 € de rabais quand même, et bien 150 € pour 3-4 minutes passées à simplement d'ailleurs jeter un coup d'œil, puisqu'on le voit sous l'évier à un moment avec sa petite lampe de poche et en disant grosso modo qu'il a trouvé, donc ça nous fait à peu près du 40 € la minute. On peut comparer avec la demi-heure passée chez un médecin qui est à peu près à 24-25 €, c'est très rentable. Et donc il y a beaucoup de réparations là à faire? Il y a un gros joint ici à faire, parce qu'en réalité vous n'êtes pas à la bonne hauteur. Je sais pas ce que j'ai envie de faire comme... L'artisan identifie très justement les 2 pannes, dans la cuisine et dans la salle de bain. Reste à savoir à combien va s'élever le devis de ce plombier de quartier. 450 pour tout. 458,22 €, c'est très précis. On en est donc pratiquement au triple du coût estimé de l'intervention. Et là, donc, à Que Choisir, c'est le genre de plainte qu'on reçoit tous les jours. Et les factures, effectivement, et c'est d'ailleurs une constante depuis quelques mois, ont tendance véritablement à atteindre des proportions qu'elles avaient rarement atteintes avant. Deuxième rendez-vous, il s'agit d'une société de dépannage créée récemment. Déjà, il n'y a pas de photo. C'est-à-dire? Voilà, déjà, l'eau peut très bien passer par là, c'est sûr. Ouais. Le chaud, c'est-à-dire ça peut provoquer des dégâts de là, l'eau? Ouais. Non, c'est à vous de faire attention. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fasse? Le mieux, c'est de le boucher, si vous avez du plâtre ou... Avec ce plombier, ça commençait très bien, puisqu'il arrive dans la cuisine et très vite, il voit qu'il y a un souci dans le joint entre l'évier et le mur de la cuisine. Les choses se gâtent quand même quand il arrive dans les toilettes. En fait, il y a de l'eau qui coule régulièrement ici. Alors là, on dirait qu'il y a, je sais pas, il y a de l'eau, je retrouve de l'eau partout. En général, quand la chasse d'eau... D'accord, et donc il faut... Donc, si Pour le plombier, la fuite vient du joint. C'est ça? Voilà, après, on a peu de chance pour retrouver le joint qui va là. C'est un joint en caoutchouc qui se met là. Ouais. On pourrait éventuellement, mais c'est assez poreux quand même. C'est-à-dire que si je change le joint... C'est du vieux sur du neuf sur du vieux, c'est pas... Donc ça va repéter, c'est ça? Après, quand on voit les toilettes en lui-même, il n'est pas tout neuf. Ouais. Alors qu'il y a qu'un joint à changer, que ça soit d'ailleurs dans la salle de bain, dans la cuisine et grosse spécialité dans les toilettes, eh bien vous avez le dépanneur à domicile qui a tendance à vous dire « Oh là là, madame, monsieur, il faut tout changer, ça va plus. Et d'ailleurs, puisque je suis là, je vais en profiter pour même améliorer votre installation. » Pourquoi vous mettez pas un WC normal là? Mais ça coûte combien un WC normal? Nous, le WC normal, il est dans les 580. 580? Ouais. Et ça, à côté, je ne le compte même pas là-bas. Ouais. Vous faites la cuisine gratuit et puis les vestiaires. Gratuit, oui, c'est un geste. D'accord. En l'occurrence, là, eh bien, il nous a joué le rôle du bon commercial, mais c'est pour mieux, finalement, eh bien, abuser sur la facture qui est présentée au final.
La facture est plus salée que prévu. Fourniture et main-d'œuvre comprises, le plombier nous demande 1248 €. Notre troisième et dernier rendez-vous est un employé d'une grosse entreprise de dépannage qui affiche sur son site internet un message très rassurant. Il prétend appartenir à l'Association française de défense des consommateurs européens. C'est un label qui est totalement bidon, qui ne correspond à rien. En France, les associations de consommateurs sont agréées, il y en a 19. Et cette société, jusqu'à preuve du contraire, ne figure pas dans la liste. C'est encore une manière comme une autre d'essayer de le tromper pour qu'elle, l'entreprise, puisse après le matraquer sur la facture. Et ça commence plutôt fort. Si vous voulez, il y a de l'eau qui s'écoule en bas. Moi, je sais pas très bien. C'est la tuyauterie qui est pour votre cuivre, en fait. Le cuivre, la tuyauterie. Parce que le cuivre, il est dégueulasse, il est vert. C'est dangereux parce que ça fait des micro-fissures. Et quand ça se fonde, ça tombe. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, je vous propose de changer le cuivre, de refaire le cuivre en Le plombier invente une histoire de tuyauterie soi-disant poreuse, une panne inexistante qui va nécessiter selon lui de gros travaux. Mais pour l'instant, il reste évasif sur la facture. C'est pas cher, hein, c'est des prix normaux, quoi. D'accord, ok. Je vais pas vous l'assassiner, hein. Dans la salle de bain, ça ne s'arrange pas. Le plombier est bien décidé à nous convaincre de mettre la main au porte-monnaie. Il faudrait pour bien faire changer la cuve. Vous pensez que c'est la cuve qui fait? Ouais, c'est la cuve qui est fatiguée, là. Il donne un coup de pied dans le WC pour dire « oulala, mais tout ça, il va falloir changer ». Alors qu'encore une fois, rappelons-le, il suffit de repousser le tuyau. Ça devrait être facturé par le plombier 0 € dans la mesure où il est venu pour la cuisine. On ne peut pas faire du dépannage là-dessus, c'est pas ça. Là, non, on ne peut pas faire du dépannage. Ça vaut pas le coup de dépenser un peu d'argent pour une cuve. Vous pourriez l'installer à la toilette complète pour 400 €, vous installez une toilette, quoi. Ce plombier veut nous convaincre d'acheter des toilettes et un évier flambant neuf. Prévoyant, l'artisan a apporté son catalogue. Alors, verdict? Ça coûte 2000 €. Hein. C'est bien cher. Hein. La plomberie ou l'électricité, c'est pas de l'eau, c'est sûr. Lui, j'avoue que c'est quand même le pompon, hein, parce que là, visiblement, quand vous faites l'addition de toutes les réparations qu'il a à faire, soit dans les toilettes, soit dans la cuisine, on atteint pratiquement 2000 € à quelques euros près. Et quand on se rappelle que le plombier, au départ, avait dit, pour grosso modo, minimum, il y en a à peu près pour 120 €. Allez, même si c'était 150 €, on serait encore dans des tarifs tout à fait respectables et acceptables. Là, on est à 2000 €. On a typiquement le cas classique du dépanneur à domicile qui essaye d'abuser de sa cliente. Moi, j'estime que je vous ai fait un prix gagnant-gagnant. D'accord. C'est ni trop cher ni moins cher. C'est coefficient. Alors, comment éviter de tomber dans le piège du devis abusif? En étant quand même assez réaliste et quitte à être outrancier, il faut se méfier pratiquement de toutes ces entreprises qui prétendent faire de la plomberie, de la serrurerie, du gros œuvre, etc. Et qui, bien sûr, prétendent aussi intervenir en urgence, parce que la plupart quand même du temps, ces entreprises ont de leur sillage un certain nombre d'arnaques. Il est 9 h sur une route du Jura. Sébastien Mazuet, directeur d'un magasin de meubles, part ce matin en guerre contre ce qu'il considère être de la concurrence déloyale. Une société pratiquerait de la vente forcée et des faux rabais dans un village voisin. On va certainement assister, comme à chaque fois, à un massacre. Villeneuve-sous-Pimont, une commune de 200 habitants. C'est ici que doit avoir lieu la vente, dans une salle des fêtes en contrebas du village. Sébastien mène un véritable combat judiciaire contre des vendeurs itinérants. Ces 5 dernières années, il a réussi à faire condamner quelques sociétés aux méthodes douteuses. Il espère aujourd'hui gagner une nouvelle bataille. Qu'est-ce que vous voyez de là en fait? C'est quoi? Écoutez, on a vu direct sur la salle des fêtes, ils ont laissé les portes ouvertes. Faut faire attention parce que on peut se faire repérer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une quinzaine de voitures, donc ce sont les clients potentiels qui sont en train de se faire déballer des produits. Pourquoi vous vous cachez? Qu'est-ce qu'il y a un risque de se montrer? On a affaire à des personnes qui sont sans scrupules, qui sont en train de mettre en place une méthode de vente très agressive envers des couples très âgés. Maintenant, ils sont aussi très méfiants. Et le fait de se faire repérer pourrait attirer leur attention et peut-être changer leur comportement au niveau de la vente. On appelle ça la vente à la postiche. Des vendeurs peu scrupuleux qui sévissent dans les campagnes.
Leur cible privilégiée, le troisième âge. Ils pratiquent les fausses remises après avoir artificiellement gonflé les prix des produits qu'ils proposent. Ces ventes à la postiche, c'est quand même vraiment très particulier parce que on a souvent en face de nous des personnes qui sont des bonimentaires, mais des vrais professionnels qui pendant 2 heures, 3 heures vont faire du bourrage de crâne à des personnes âgées qui n'étaient pas venues là pour ça. Nous équipons de micros et caméras cachées un couple de retraités conviés à cette vente. Avec leur complicité, nous allons suivre ce qui se passe en direct dans la salle des fêtes. Sébastien Mazuet a alerté le maire du village qui pensait louer son local à une société spécialisée dans le bien-être. Claude Bourdi n'apprécie pas de s'être fait berner. Il a accepté de nous prêter son bureau de la mairie, situé à 50 mètres à peine du lieu de vente. C'est d'ici que nous suivrons son déroulement. Il est 10 h, notre couple est accueilli par l'un des vendeurs. Dans la salle, une vingtaine de personnes. Elles ont toutes été contactées quelques jours plus tôt par téléphone pour retirer des cadeaux. Et s'il n'y a que des personnes âgées, ce n'est pas un hasard. S'ils sont retraités, déjà ils sont disponibles. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien se rendre un jeudi matin ou un mercredi après-midi sans problème puisqu'ils ne travaillent pas. Et comme ils les appâtent, il suffit de leur offrir des cadeaux, tout simplement. N'importe quel retraité, ça lui fait une petite promenade. Et content de ramener ses cadeaux. Chose promise, chose due, permettez-moi de passer à la première phase de mon travail, qui n'est rien d'autre que la remise des échantillons. Alors ne me dites pas. Merci. Voilà, mais dites-moi encore. En préambule, le bonimenteur rassure son auditoire. Qui, un jour dans sa vie, ne sait pas faire maquer? Allez, dites-moi. Qui ne sait pas faire maquer? Levez-moi bien haut la main en l'air. Réveillez-vous! Vous avez compris, la question, elle est facile. Hein? Qui ne sait pas faire voir par un plombier, par un mécano? On s'est tous fait avoir au moins une fois. Tous les mécanos ne sont pas des arnaqueurs, tous les plombiers ne sont pas des salauds. Il ne faut pas confondre. Hein? Voilà. Et si nous on vous invite là-dessus, c'est parce qu'on n'a pas peur de faire coucher la qualité. Là, c'est gonflé quand même. Hein. Pourquoi? Il est en train de non seulement de mettre dans sa poche toutes les personnes retraitées devant lui en offrant des cadeaux, et il parle librement d'arnaque, mais certainement pas chez lui. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est ça. Alors, tout ce qu'on trouverait chez nous là-dessus sont des produits qui ont un lien direct avec la santé. La santé, le médical, des thèmes bien choisis pour capter l'attention de ce public du troisième âge. Chez nous, de belles casseroles. Ces casseroles, c'est de l'inertie 304, donc chirurgicale, ça ne bouge pas, c'est garanti à vie. Une casserole chirurgicale, ça... C'est du bien-être, ils sont venus pour du bien-être. J'ai jamais entendu parler de casserole chirurgicale, et vous, monsieur le maire? Non, pas du tout, mais on en apprend tous les jours. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Couverture comme celle-ci, vous connaissez? C'est un produit qui a été reconnu par le Conseil de l'ordre des médecins. Conseil de l'ordre des médecins. Une couverture. Une couverture Reconnue par le Conseil de l'ordre des médecins. Elle est anti-acarien naturelle, elle est antistatique naturelle. L'électricité statique, c'est très dangereux pour le corps humain. Bien l'électricité statique, eh bien, arriverait effectivement à dérégler notre système nerveux. C'est aussi la raison pour laquelle ça a été reconnu comme produit thérapeutique, tout simplement. N'importe quoi. Antistatique, anti-acarien, cette couverture, vous allez l'entendre, a des vertus miraculeuses. Donc, mesdames et messieurs, pour les gens effectivement qui font de l'arthrose, de l'arthrite ou des rhumatismes, quelquefois, mesdames et messieurs, elle diminue les prises de médicaments et elle, quelquefois, font carrément disparaître la prise de médicaments à cause des rhumatismes. Tout est bidon, tout est complètement bidon. Ici, la mélanome. Vous savez qui c'est qui fait ça? C'est Pierre Cardès. C'est de la fibre d'aloe vera. Voici le clou du spectacle, le matelas qui soigne. Par exemple, mesdames et messieurs, bien, pour une meilleure répartition sanguine. C'est un produit, encore une fois, reconnu thérapeutique. Nos premiers clients, ce sont les hôpitaux. Donc ça, c'est pas vendu aux hôpitaux, c'est sûr. Un matelas comme celui-ci, chez nous, est proposé à 3 990 €. Un matelas à 3 990 €. C'est le prix de départ, volontairement gonflé. Pour convaincre son public qu'il s'agit d'une affaire exceptionnelle, le bonimenteur multiplie les rabais. Matelas, mesdames et messieurs, au lieu de 3 990 €, moins 45%, 480 €. En moins de 10 minutes, le prix du matelas a baissé de 1 500 €. Et imaginez que pour le même prix, la société vous offre, gratuitement et sans argent,
6 verres à pain, 6 verres à eau, 6 flûtes à champagne. En plus. Mais là, mesdames, messieurs, l'affaire, elle serait comment? Superbe. Imaginez qu'en plus, mesdames, messieurs, gratuitement et sans argent, cette couverture. Et la liste de cadeaux s'agrandit. Après les flûtes à champagne et la couverture thérapeutique, le vendeur ajoute la fameuse batterie de casseroles en acier chirurgical. Et pour finir, une caisse de vin. Le public est conquis. Ils sont abondés de cadeaux, de cadeaux, de cadeaux. Ils sont sensibles à la remise. Donc là, ils sont à 50, 60, 70% de remise. Tout le monde est dans une euphorie et se met sans le vouloir dans un climat d'achat. Eh bien, mesdames, messieurs, vous allez voir, je vous prouve aujourd'hui devant tout le monde qu'on n'est pas là pour faire la publicité mensongère. Je vais tout simplement vous demander de vous lever, parce que tout ça, mesdames, messieurs, c'est pas parce que c'est offert que ça n'est pas garanti. Vous allez aller voir le jeune homme qui est là-bas, qui est Philippe, qui va vous remplir toute la garantie et il va vous mettre tout ça dans la voiture. Et une fois qu'un couple mord à l'hameçon, le vendeur ne le lâche plus, jusqu'à ce qu'il signe le bon de commande. Faites une super affaire, vous dites honnêtement, si c'est juste hésiter, regardez. Moi, j'ai dit. Est-ce que le matin même, il se serait levé pour aller acheter un matelas à 2400 ou une couverture à 2000 € ou une batterie de casserole? Non. Et vous payez en 24 mensualités sans frais, ça fait 100 € par mois. Allez, c'est parti. Les bons de commande. C'est-à-dire que là, il est en train de vendre. Et là, il est en train de vendre. Quand est-ce que vous aimeriez être livré? Oui, j'ai tout dans le camion. D'après la loi, cette vente est assimilée à du démarchage à domicile. Le vendeur devrait donc attendre 7 jours avant de livrer les produits pour laisser au client le temps de se rétracter. Pourtant, 2 heures plus tard, le camion de livraison vient apporter le matelas commandé par nos retraités complices. Oui, allez-y, rentrez, monsieur. Ils ont commandé un matelas à 2400 € et pour ce prix, ils ont droit à tous les cadeaux. Bouteille de vin, verre en cristal, couverture, casserole, notre journaliste se fait passer pour la fille du couple. Mais pourquoi vous avez fait autant de cadeaux à ma maman, là? La condition sine qua non, c'est qu'elle se porte acquéreur du matelas. Puis nous, pour les vendre, ça ne sont pas comme des petits pains, donc on fait des cadeaux. Et pour justifier cette livraison express, l'homme nous livre son interprétation de la loi. On a le droit de livrer. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'encaisser avant 7 jours. C'est faux. La loi qui encadre le démarchage à domicile est très claire. Aucune livraison ne doit être effectuée avant 7 jours. Vous livrez beaucoup de gens comme ça Le produit plaît, on va dire. Alors combien vaut réellement un matelas orthopédique dans le commerce? Nous retrouvons Sébastien Mazuet, directeur d'un magasin d'ameublement. Il vend ce genre de matelas. Ça s'est vendu combien sur le marché? Écoutez, on peut confirmer qu'un produit comme ça se vend aux alentours de 500, 60, 600 € à peu près. Il est possible qu'un matelas de ce type puisse coûter plus cher, c'est-à-dire 2400 €, c'est possible? Chez les escrocs, bien sûr. C'est un prix qui est artificiellement gonflé. C'est des coefficients qui vont de 10 à 20, mais c'est des prix qui sont impensable, on ne pourrait pas exercer ça au niveau de la profession de l'ameublement dans nos magasins. Souvenez-vous, le vendeur à la postiche prétendait que son matelas avait des vertus thérapeutiques. Par exemple, mesdames, messieurs, eh bien, pour une meilleure répartition sanguine. C'est un produit, encore une fois, reconnu thérapeutique et reconnu par le Conseil de l'ordre des médecins. Alors qu'en pense le Conseil de l'ordre des médecins? Nous avons montré ce document à l'un de ses membres, le docteur Hervé Boissin. Alors, il faut bien savoir que l'ordre des médecins ne délivre jamais un label. C'est pas dans notre rôle, c'est pas dans nos compétences. Donc toute personne qui utilise la qualification de garantie par le Conseil national de l'ordre est dans l'illégalité la plus totale. Et là, en plus, c'est dans un but d'arnacothérapie pour atteindre les personnes vulnérables. Donc, mesdames et messieurs, pour les gens effectivement qui font de l'arthrose, de l'arthrite ou des rhumatismes, quelquefois, mesdames et messieurs, elles diminuent les prises de médicaments et elles, quelquefois, font carrément disparaître la prise de médicaments. Et là, ça devient beaucoup plus grave que d'utiliser le label de l'ordre. C'est de dire aux personnes âgées qu'en utilisant ces matelas ou ces couvertures, elles doivent arrêter pratiquement leur traitement. C'est à la limite criminel. Elle trompe les clients sur la marchandise, propose des faux rabais et abuse de la faiblesse des personnes âgées. Qui sont ces sociétés organisatrices de vente à la postiche? C'est dans la région bordelaise que nous retrouvons le siège de la société qui vend les matelas soi-disant reconnus par l'ordre des médecins. Arrivé sur place, plus personne. C'est un voisin qui nous renseigne. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger.
Est-ce que vous savez si la société existe toujours là-bas? Je crois pas. Depuis combien de temps c'est fermé, vous savez ou pas? Une semaine, peut-être, c'est fermé. Nous apprendrons plus tard que la société est en liquidation, mais son propriétaire n'habite pas très loin. Un domaine forestier de plusieurs hectares. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un terrain pareil? Il faut avoir des sous, travailler. L'homme va nous livrer tous ses secrets et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Votre société, elle existait depuis combien de temps? La dernière, elle a tenu 3 mois. Sinon, avant, on avait une autre société, avant celle-là, pendant 1 an. D'accord. Ça dure pas longtemps? Cette société-là dure 1 an. Pourquoi? Parce que pour éviter plein de choses, quoi. C'est-à-dire? Contrôle. Ouais. Il vaut mieux baisser le rideau et recréer une autre société derrière. Pourquoi? Pour éviter justement d'avoir des problèmes avec la répression des fraudes et tout ça. Ouais, d'accord. Okay. La société était en fait dans la ligne de mire de la répression des fraudes pour publicité mensongère. Normalement, vous n'avez pas le droit de parler de santé, on n'est pas médecin, on est vendeurs. Donc des vendeurs qui parleraient d'un matelas qui est reconnu par l'ordre des médecins, ce serait bidon. C'est pas nous. Et à 2 400 € le matelas, c'est pas un peu exagéré C'est-à-dire qu'on vend tout. On dit qu'on vend que le matelas, mais on vend tout en fin de compte. Ouais, donc en fait, c'est pas le prix du matelas. Le matelas vaut beaucoup moins cher que ça. Oui. Donc en fait, le matelas, ça coûte combien en réalité? On l'achète 400 €. Ça fait quand même une bonne marge, hein, parce que ça fait une bonne marge. Acheter à 400 €, vendu 2003, c'est quand même... Oui, mais bon, 400 €, c'est le matelas. Après, vous avez la couverture. Après, vous avez... mais elle vaut combien la couverture? La couverture, on doit l'acheter 150 €. Après, il y a les oreillers. Après, vous avez la batterie de cuisine. Et ça vaut combien de batterie de cuisine? La batterie de cuisine, on la paye 240. Quand vous faites le bout à bout tout, le lot revient à 1 000 € à peu près. La société réalise donc une marge de 1 400 € sur chaque vente. Il faut être un bon vendeur quand même. Hein. Ah oui, on vend 5-6 dans la matinée. 5-6 le matin, 5-6 l'après-midi. Faites le calcul. Le calcul est simple. Pour une moyenne de 10 matelas vendus par jour, cela représente un chiffre d'affaires de 24 000 €. Un business très rentable qui n'en finit pas de se développer. Retour dans le Jura, à Foucheran, un village à 15 minutes de Dole. Une nouvelle vente à la postiche est organisée sous une tente à l'arrière d'un camion. Il s'agit d'une autre société, mais on retrouve les mêmes techniques de vente et les mêmes arguments. Les produits présentés auraient là aussi des vertus médicales. Laurier d'or européen de la technologie médicale. Cette même société organise une deuxième vente dans la journée. Cette fois-ci, nous décidons de filmer en caméra ouverte. À notre arrivée, le vendeur ne se démonte pas. Vous travaillez pour qui? Je travaille pour TF1, monsieur. Pour TF1. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, on va leur laisser un petit peu de place. Ils vont bien s'approcher bien près avec la caméra. Voilà. Et on va les applaudir bien fort. Voilà. Ah, j'aime ça. Alors, par contre, moi, je viens bien signaler tout simplement. Mais face aux journalistes, la méthode de vente est beaucoup moins agressive. Les arguments médicaux et les vertus miraculeuses des produits ont disparu du discours habituel. Messieurs, dames, attention, là, faut quand même regarder parce que là, nous avons une belle couverture, messieurs, dames, en laine d'agneau, d'accord, avec 2 faces. Regardez. Devant notre caméra, la couverture ne soigne plus les rhumatismes. Déblayer un petit peu le comptoir. Sébastien Mazuet, la bête noire des vendeurs à la postiche, a décidé cette fois d'alerter la gendarmerie de la présence de bonimenteurs dans le village. D'après ces informations, des ventes auraient été effectuées le matin même, avec livraison, ce qui est illégal. Vous avez une session le matin, une session l'après-midi. La session de ce matin, il y aurait eu a priori 3 ou 4 de contrats de fait. Nous avons retrouvé des clients qui se sont laissés séduire par une couverture le matin même. Vous l'avez acheté combien? 1 500 €. Vous trouvez ça... Un peu cher. Oui, assez cher même. J'espérais qu'il baisse beaucoup plus les prix et puis bon, il a baissé déjà, mais pas assez. C'est vrai, j'ai dit à mon mari, bon allez, on s'en va. Il a dit bon, je baisse le prix. Elle était à combien? 1970. Donc il a fait quand même une remise. Il a fait une remise, oui, et il nous avait redonné des bouteilles de vin. À ce moment-là, vous avez l'impression de faire une affaire? Pas vraiment, parce que c'est vrai quand même que 1 500 €, c'est pas... C'est une assez bonne somme. Ça fait 10 000 francs. Oui, ça fait 10 000 francs. Il y a eu un moment de faiblesse parce que là,
Vous regrettez là, non? En réfléchissant bien, oui, peut-être. Oui, quand même. Mais le couple n'a pas porté plainte. Et pour les gendarmes, il sera difficile de prouver que les méthodes employées par cette société sont illégales. L'arnaque, elle est bien ficelée parce que ce sont des gens qui connaissent la loi et qui savent très bien qu'en cas de contrôle, ils doivent présenter des papiers officiels et des documents qui prouvent qu'ils restent dans la légalité. Est-ce que vous avez passé un moment agréable? Oui, très bien. Oui, Par rapport à toutes les réunions que vous avez faites, comment vous l'avez ressenti celle-ci? Non, mais c'était bien, si. Vous voyez? C'était bien. Les gens, ils passent un bon moment avec nous. Oui. La vente est terminée, les gendarmes repartent bredouille et Sébastien Mazué réclame des explications. Par rapport... Et moi, c'est avec plaisir, je réponds à toutes les questions. Très bien. Franchement, mettre 2400 € dans un matelas... C'est votre avis. C'est votre avis. C'est le mien. Mais okay. je parle pour tous les gens retraités. D'accord. Alors maintenant... Ils vont payer ça 100 € par mois. D'accord. Pendant 24 mois. Alors maintenant, je peux parler? Oui, je vous en prie. Moi, je suis entièrement d'accord. Chacun met le prix qu'il veut. Nous, on ne force pas les gens, on ne les escroque pas. Ils ont des produits, vous savez, on a des clients, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont nos produits. Ils en sont très contents. Pourtant, la société n'existe que depuis 6 mois. Quand on additionne le matelas, donc 2400 € le matelas. On prend la couverture, 2000 €. La couverture, j'ai pas lancé à 2000 €. Vous n'avez pas bien écouté, je crois. Si vous avez une bande d'enregistrement, reprenez votre enregistrement et écoutez. C'est ce que nous avons fait. Filmé le matin même en caméra cachée, voici le prix que le vendeur annonçait. Une belle couverture. Par contre, elle a un défaut. 1970 €. Donne-moi une cigarette, s'il te plaît. S'il est mal à l'aise sur la question du prix, c'est parce qu'il sait sûrement que son produit coûte 6 fois moins cher ailleurs. Nous avons en effet retrouvé la même couverture à 317 € sur un site internet. C'est un bon business ou pas, la vente à la postiche? La vente à quoi? À la postiche. C'est quoi ça, la vente à la postiche? On appelle ça comme ça, par exemple. Non, vous appelez ça comme ça. Vous appelez ça comment, vous? Commercial. Les vendeurs à la postiche ont encore de beaux jours devant eux. Leurs sociétés sont rarement condamnées. Les clients qui ont souvent honte d'avoir été abusés portent rarement plainte. Mais pour ces victimes, c'est souvent le seul moyen d'obtenir réparation. Nicolas Godefroy, vous êtes juriste chez UFC Que Choisir. La vente à la postiche, on le voit dans ce document, est toujours illégale. Elle continue pourtant de prospérer malgré les avertissements et les campagnes d'information. Comment vous expliquez ça ? En fait, tout simplement par un discours commercial bien rodé. Donc, c'est-à-dire qu'on appâte souvent le consommateur avec un petit cadeau, ce qui fait plaisir, ce qui se fait aussi avec des grands commerçants très connus qui vous envoient régulièrement un petit cadeau en vous disant venez chez nous, vous aurez un petit cadeau. Donc, les gens se disent pourquoi pas se déplacer, de toute façon, j'achèterai rien. Sauf que après, vous avez un discours commercial qui a une petite tendance soit à vous montrer un produit comme mirifique alors qu'il ne l'est pas du tout, soit qui vous pousse à douter et à vous dire oh, tout compte fait, je réalise une bonne affaire. On vous dit que par rapport à la concurrence, le prix est intéressant et vous finissez par céder. Avec des méthodes particulières pour convaincre le consommateur ? Alors souvent en fait vous partez des méthodes très particulières parce qu'on part d'un prix par exemple très élevé, un peu ce qui se fait aussi dans certains magasins traditionnels type un peu cuisine, des choses de ce genre où on peut rencontrer le même problème, c'est-à-dire qu'on vous donne un prix assez élevé, puis on vous dit on est en train de négocier, on reste longtemps avec vous, on fait intervenir un responsable du magasin, on vous dit qu'on vous offre quelque chose supplémentaire pour vous convaincre que vous faites une très très bonne affaire. Et donc avec ce type de méthode, effectivement les gens finissent par acheter, auquel des fois s'ajoute aussi un discours mensonger puisqu'on va prêter des qualités à un produit qui n'existe pas. Par exemple, pour, je dirais, de la vaisselle, on va dire que c'est de la porcelaine de Limoges, ça ne l'est pas. Donc des petites choses qui vont vous pousser à acheter en vous disant « je fais une bonne affaire », alors que vous ne faites pas forcément cette bonne affaire. Autre domaine où les arnaques se sont multipliées, l'habitat. La véranda, les fenêtres isolantes, les baies vitrées sont les produits phares de ce marché. Encouragés par des avantages fiscaux, des particuliers se lancent dans des travaux pour isoler et embellir leur maison. Mais attention, dans ce secteur, les arnaques sont elles aussi en plein boom. Meaux, en Seine-et-Marne. Michel Vautrin, comme 90 autres personnes, a été victime d'une société spécialisée dans l'habitat. L'homme est à la tête du collectif des familles, dont certaines ont perdu toutes leurs économies dans cette affaire. La plupart d'entre elles n'ont pas été livrées. Leur préjudice s'élève à plus de 500 000 €. Ce matin, Michel Vautrin rend visite à Nicole Marillier, qui vit un véritable cauchemar. Alors, Monsieur Vautrin, regardez ce qui m'arrive. Voyons. À l'origine, j'avais un beau projet pour se terminer cette maison. Je voulais créer une fermeture, c'est-à-dire
installer des baies vitrées, pas une véranda, des baies vitrées en haut, surtout pour les intempéries. Et je voulais terminer la même chose en bas. Mais pour l'instant, c'est un film plastique qui fait office de baie vitrée. Et je me suis rapprochée d'un artisan qui m'avait appâté avec une superbe publicité. Donc, en fait, de mon projet, vous voyez ce que j'ai. J'ai 2 piliers qu'ils m'ont demandé de couler pour soutenir la future fermeture. Et mes travaux se sont arrêtés là. Cela fait 1 an que Nicole vit dans une maison en proie aux intempéries. Comme la plupart des autres victimes, elle a déposé plainte pour escroquerie. Mon préjudice, j'ai payé 13 500 € sur un total de 15 000 € au départ. Ah oui. C'est dramatique parce qu'on retrouve exactement dans les 72, bon, à des échelles plus ou moins différentes, puisque ça va de 600 € à 36 000 €. Donc la moyenne, c'est 8 000 € par famille. On retrouve exactement les mêmes choses, c'est-à-dire 30% à la commande, 30% au maîtrise. La personne a déjà pris 60%, puis après, elle vient pas, quoi, elle finit pas les travaux. Donc, Alexandre et Nicolas étaient commerciaux pour le compte de cette société qui, depuis, a baissé le rideau. Ils sont désormais au chômage. Voilà, donc c'est ici. Première partie du magasin. Et là. Il était en 2 parties en fait. Voilà. Et là, comme on peut le voir, hein, porte fermée, locaux disponibles. Voilà, il y a encore les vestiges, porte d'entrée, porte-fenêtre. C'était là. Les 2 anciens salariés ne gardent pas un très bon souvenir de leur expérience de vendeur. Les gens venaient très en colère, donc on était là, on était devant, il y avait ici une véranda pour l'accueil des gens, donc on voyait bien les gens arriver. Les gens arrivaient, c'était des injures, des menaces, des insultes, c'était de la violence verbale, c'était de la violence presque physique. Hein. Presque physique parce que j'ai eu le client qui est rentré forcément en pétard, mettant des coups de pied dans la véranda. Il est où mon chèque? Il est où le patron? Je veux le voir absolument, nanana. Forcément, il n'était pas là, comme d'habitude. Hein. Donc j'ai eu le client là, à 3-4 cm de moi, me disant c'est pas grave, je vais te péter la tête. S'il dit vient pas, je vais te péter la tête, et si ça suffit pas, je vais dans ma voiture, je prends l'arme à feu, je viens et je t'en mets un coup. On appelle le patron. Le patron dit je suis pas là, t'appelles la police, tu te débrouilles. Ils sont arrivés par 3 ici, faisant le tour, un par là faisant le tour, mais arme au poing. Comme ça, en arrivant, il est où, qu'est-ce qui se passe? Bon, entre-temps, j'ai réussi à calmer un peu le client, mais bon, en arrivé là, c'est plus gérable. Et c'est comme ça tous les jours. Des intimidations, des menaces de mort proviennent de clients mécontents. Certains ont versé jusqu'à 36 000 € pour des fenêtres et des vérandas dont ils n'ont jamais vu la couleur. L'argent est rentré, ça c'est une chose qu'on peut l'affirmer, parce qu'on rentrait les chèques. Oui, on est coupable, d'avoir beaucoup vendu. On est coupable d'avoir encaissé d'avoir pris les chèques aux clients. Après, chèque encaissé par le patron, ça ne nous regarde plus. Maintenant, où cet argent est parti, on ne sait pas. Tous les commerçants ici étaient au courant des problèmes. Vous voyez débouler la police en permanence. À un moment donné, de toute façon, les commerçants disaient escrocs. Vivement qu'ils s'en aillent de Trilleport. Les victimes n'ont plus aucun espoir de récupérer leur argent. Nicole Marillier ne sait pas si elle pourra un jour reprendre les travaux de sa baie vitrée. Pour moi, ça a été un drame parce que, comme beaucoup de personnes, la maison, c'est sacré. Moi, je reconnais que j'ai travaillé toute ma vie pour avoir un toit pour mes vieux jours. Et aussi, le deuxième drame, c'est que ça m'a démoli, ça m'a pourri la vie, tout simplement. Monsieur Ragon, Madame Ragon. Michel Vautrin continue sa tournée des victimes. Jean-Marie et Christine Ragon, parents de 3 enfants, espéraient agrandir leur maison grâce à une véranda. Mais 1 an après avoir versé un acompte de 14 400 €, ils n'ont qu'une dalle en béton. Et après, moi, quand on a essayé de faire la véranda, j'ai tout cassé mon carrelage, j'ai fait à plat niveau. Ah oui, d'accord. Et puis maintenant, c'est resté comme ça, c'est brut, et puis ça devient tout vert maintenant, ça y est, c'est... Ah oui, ok. 80%, pour pas dire 90%, les gens n'ont rien. Hein. Ah nous on n'a rien, puisque pas moi ce qu'il y a là, c'est ce que j'ai fait moi. Pas une vis, pas un boulon, hein. Rien. Moi ce que j'ai fait, il n'y a que moi qui l'ai fait. 60% d'acompte. Ouais. Exactement. Comme tout le monde. 60% d'acompte, et puis tout en... c'est rien. C'est exactement ce qu'on a pris comme crédit, quoi.
Ouais. Donc c'est ce qu'on va payer pendant 5 ans. Ouais. C'est ce qu'on va payer, on va payer du vent. Ça aurait été une pièce de plus, ouais, et voilà, quoi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que là, on n'aura plus les moyens de la faire. Cet artisan, les Ragons ne l'avaient pourtant pas trouvé au hasard. Après plusieurs estimations, leur choix se porte sur l'entreprise Bertin. C'est elle qui propose la remise la plus alléchante. Il nous offrait le volet roulant, en fait, sur la véranda. Ouais, au-dessus. Bien sûr, on a dit on va réfléchir. Hein. On avait fait quelques devis à droite à gauche. Et puis, c'était eux qui faisaient. Voilà. C'était le volet roulant qui faisait. On est revenu chez eux, quoi. Qui faisait basculer de leur côté. À 25 000 €, véranda et volet roulant compris, le couple signe sans hésitation le bon de commande et verse 30% d'acompte. Quand on a signé, on a donné le premier rapport. 30%, ouais. Et ils nous ont envoyé le maîtreur une semaine après. La société est très réactive, mais cela ne semble pas totalement désintéressé. Une fois les mesures prises, le couple doit à nouveau verser un chèque de 30% de la valeur des travaux. Il se sent pris au piège. Et ils ont dit on n'a pas le choix de toute manière. C'est vrai qu'ils nous a vraiment dit vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, sinon on arrête tout. C'est un peu comme des menaces, quoi. Si on ne paye pas, on arrête le contrat, quoi. On aura peut-être mieux valu d'ailleurs. Et puis, on avait déjà donné 30%, on s'est dit si on ne fait pas la suite, ils vont arrêter. Notre véranda, on ne l'aura pas. Ils vont nous faire traîner pendant je ne sais pas combien de temps. Donc ça faisait une somme de combien? En une semaine, vous avez versé 14 400. 14 400 €. 2 fois 7 200 €, exactement. Voilà. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on s'était fait avoir, en repensant à plein de choses, il y a trop de choses qui clochaient. Il y a trop de choses qui clochaient. Vous avez essayé de rencontrer cet homme, ce chef d'entreprise? On ne l'a jamais vu. Écœurés, endettés, les Ragons ont abandonné l'idée d'agrandir leur maison, mais ils n'ont pas renoncé à obtenir réparation auprès de la justice. La société qui leur a vendu la véranda a été placée en liquidation judiciaire il y a quelques mois. Nous avons retrouvé le dirigeant de cette société. Il travaille désormais comme simple poseur dans cette entreprise qui vend également des vérandas. L'homme est méfiant, le premier contact se fait par téléphone. J'ai rencontré des gens qui pour eux, ils se sont fait escroquer, donc... Non, moi j'ai escroqué personne, je suis pas un escroc. Après, moi je veux bien admettre que j'ai commis des erreurs de jeune entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aurais su tout ça, je me serais même pas mis à mon compte, quoi. Donc, Finalement, Pascal Bertin nous donne rendez-vous le soir même dans un café du centre-ville de Meaux. Nous rencontrons un homme qui se dit abattu et dépressif. Je reconnais que je suis responsable. Je me planque pas. Je suis pas un brigand. Je suis pas un tueur. Voilà. Je suis quand même responsable de ce qui s'est passé. Quelle est votre part de responsabilité? On peut faire une pause parce que c'est... C'est pas facile en ce moment, c'est ça? Le problème, c'est que moi, avec cette affaire, aujourd'hui, je sais pas où je vais être. Donc, je suis jeune, j'ai 30 ans. J'ai quand même mes bébés. Donc, aujourd'hui, je suis pour mes gars, j'ai envie de les voir grandir, c'est tout, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous craignez? Après, je veux pas de pitié qui que ce soit. Voilà, il n'y a pas de choix. Alors, qu'est-ce que vous craignez? C'est ça que je comprends pas. Moi, le seul truc que je crains après, c'est qu'on mette l'affaire à fond sur l'eau et que, genre, qu'on mette en prison, quoi. C'est ça, voilà. C'est juste ça. Moi, vous me mettez en prison, je suis un homme mort, quoi. Pascal Bertin aurait été dépassé par le succès de son entreprise qui affiche un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en à peine un an. Quand vous avez beaucoup de ventes, quand vous êtes jeune et vous commencez chef d'entreprise et que vous voyez du chiffre d'affaires apparaître, vous êtes ébloui, vous vous dites ça marche, rien ne peut vous arriver. Il y avait du chiffre d'affaires. Mais ce chiffre d'affaires, il n'y avait quasiment pas de bénéfices. Moi, j'ai fait confiance à un responsable commercial que j'avais. Je ne faisais plus attention aux marges. Et les chantiers, quand ils sont vendus après coup de temps, vous n'avez plus d'argent après pour payer ce qu'il y a derrière. Mais après coup de temps, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'ils vendaient à perte, c'est pas possible? Ils vendaient à perte, c'est si vous avez beaucoup de dossiers qui ont été vendus à perte. Si c'est vraiment de ma faute, eh bien moi j'aimerais avoir une entreprise avec 1 million de chiffre d'affaires à l'année et on va voir si ça tourne comme ça. Montré du doigt, le responsable commercial dément catégoriquement avoir vendu à perte.
c'est tellement facile de se retourner sur son personnel parce qu'on n'a pas le cran de prendre ses responsabilités. Je le dis très clairement là. Parce que je suis relativement énervé de m'apercevoir qu'il y a un mec qui a une entreprise, il se casse la figure, ça arrive à tout le monde. Mais en aucun cas, on ne crache sur son personnel. On prend ses responsabilités. Il fallait me licencier dès le début s'il n'était pas content de mes chiffres. S'il s'apercevait que je vendais mal, fallait me licencier. On vire le personnel qui fraude. C'est aussi simple que ça. Mais le personnel n'a jamais reçu un seul avertissement. Quant aux chantiers inachevés, l'ex-entrepreneur a la mémoire courte. Rappelez-vous de Nicole Marillier et sa maison en proie aux intempéries. Voilà, il y a une personne encore aujourd'hui qui vit avec une maison qui est ouverte. Hein, Ah oui, ça c'est un dossier dont je suis pas au courant. Et c'est pas du tout au courant de ce dossier? Non, pas du tout. On l'appelait tous les jours, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au courant de tout. Et qui plus est, sa femme était sur place, de temps en temps. Donc je sais pas, à partir d'un moment, soit on prend le problème à bras-le-corps, soit on se détache complètement et ça finit comme ça. Pascal Bertin ne peut donc pas ignorer les plaintes de ses clients. À la tête du collectif des victimes, Michel Vautrin pourrait se vanter d'être l'un des rares à avoir été livré. Mais sa véranda relevait davantage du bricolage que du travail d'un artisan consciencieux. Ah, c'était pas sérieux du tout, quoi. Cette société était d'une incompétence. Alors, je vous parlerai pas des 30 malfaçons, je les ai listés, hein, je peux vous faire voir les photos si vous voulez. Hein. Par exemple, ça c'est la gouttière, vous voyez. Là, on voit qu'il y a des coulures de silicone. Je t'explique pas, hein, quand même, c'est quand même un sacré merdier. Et quant aux vis inox, moi j'ai utilisé de l'inox pendant 40 ans, je peux garantir que les vis inox, elles sont dans l'état d'il y a 40 ans, elles sont identiques. Là, 15 jours après, c'était complètement pourri. Hein. Mais ce n'est pas tout. Le toit de la véranda, mal fixé au départ, est retrouvé quelques jours après son installation dans le jardin du voisin. Les câbles électriques traînent par terre, les barres d'aluminium sont mal coupées et l'ensemble de la structure montée à la va-vite menace de s'effondrer. Donc il y a eu 30 défauts où je dirais qu'à la limite ça a été un mal pour un bien, qu'on en arrive là, même si ça m'a coûté une fortune. Ça a été un mal pour un bien parce que je pense que cette véranda, aujourd'hui, ce serait une vraie catastrophe. La véranda lui a coûté le double du prix qu'il pensait mettre au départ. Moi, j'ai payé cette véranda 24 000 à M. Bertin, plus 24 000 pour la faire reprendre. Et quand je dis la faire reprendre, donc ça m'a coûté 48 000. Xavier Mallier représente l'association UFC Que Choisir en région parisienne. Quand il reçoit des consommateurs abusés par des artisans, il est souvent trop tard. Alors comment éviter les mauvaises surprises? Il faut impérativement demander à l'entrepreneur de vous montrer son attestation d'assurance. Et après, vous téléphonez l'assurance qui va vous dire tout simplement oui, il est assuré chez nous, non, il n'est pas assuré. À quoi ça sert cette vérification auprès de l'assurance? C'est important parce que c'est en cas de malfaçon ou de travaux non finis, l'assurance qui s'appelle une décennale va pouvoir intervenir. Quand il découvre que Pascal Bertin ne paye plus son assurance depuis plusieurs mois, le collectif des victimes décide de porter plainte pour escroquerie. L'enquête confiée à la police judiciaire devrait déterminer où sont passés les 500 000 € d'acompte des clients. L'argent, on le reverra jamais, jamais. Ça, les victimes le savent. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, les victimes, c'est savoir où est passé l'argent. Ça, c'est la priorité des priorités. Ils veulent savoir, suite à l'enquête judiciaire qui est en cours, où est passé cet argent et surtout que cette personne soit condamnée si toutefois il est prouvé qu'il y a escroquerie. Moi, mes comptes sont à découvert, hein, je suis pas riche. Hein. Moi, l'argent, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Donc, ma famille, elle vit bien, c'est le principal. Dans un instant, vous découvrirez comment Pascal Bertin va tenter de se racheter auprès de certaines de ses victimes. L'argent, c'est pas moi qui l'ai encaissé et je serai un escroc, je serai pas là en face de vous. Vous suivrez également le procès d'un ancien courtier. Il est accusé d'avoir dilapidé les économies de ses clients en leur proposant de faux contrats de placement d'argent. Maman a été escroquée de 140 000 €. Il m'a fait miroiter pas mal de choses. Et vous l'avez cru? Ah ben oui. Et au bout du bout, il l'a escroqué. Ils ont été trompés, pas escroqués. En attendant que la justice décide de son sort, Pascal Bertin tente de se racheter auprès des victimes. Avec son nouvel employeur, un ami de longue date, il propose de reprendre quelques chantiers.
Il a rendez-vous ce soir avec Monsieur Ragon, dont le préjudice s'élève à 14 400 €. Je suis là pour lui rendre service entre guillemets et puis réparer un peu ma faute. Donc on est là dans un bon contexte. On n'est pas là pour se taper dessus. Donc, Il a porté plainte, vous savez? Je pense. De toute façon, voilà. J'espère aussi que par rapport à cette procédure, il retirera sa plainte aussi. Bonjour. L'accueil est glacial. Monsieur Bertin. Rentrez. Asseyez-vous. Pour Pascal Bertin, la partie est loin d'être gagnée. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je pense que ça effacera rien du tout. Après, voilà, si je peux vous redonner le sourire en posant un véranda rapidement, ce sera une bonne chose. L'artisan s'engage à construire une véranda, mais à condition que son client accepte de payer les 40% qui lui restaient à verser, soit 10 000 €. Supposons qu'on soit d'accord. Ouais. Moi aussi, j'ai mis mes conditions, hein, bien sûr. Tant que la véranda n'est pas terminée, c'est 0. Malgré le coût des travaux, Monsieur Ragon est séduit, mais il doute encore de la sincérité de son interlocuteur. Donc là, comme ça tombe dessus comme ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle si c'est... Voilà. J'y crois pas encore, quoi, mais... Voilà. Pourquoi vous y croyez pas? Parce que j'y croyais plus, en fait. J'espérais, mais j'y crois plus. Pascal Bertin propose de faire les travaux, mais à une dernière condition. Le seul truc que je vous demanderai, c'est de retirer votre procédure. Ça, on verra quand ce sera terminé. Non, moi, je veux votre bonne foi tout de suite. Après, ce qui s'est passé, je pourrais jamais le réparer. Voilà. Mais voilà, moi, j'y mets du mien. Donc voilà, il faut que tout le monde y mette du sien aussi, quoi. L'argent, c'est pas moi qui l'ai encaissé. Et c'est pas moi qui l'ai encaissé. Et je serai un escroc, je serai pas là en face de vous. Voilà. Un mois plus tard, nous retrouvons Monsieur Ragon. Pascal Bertin, l'ex-entrepreneur, a tenu sa promesse. Donc vous avez finalement cédé, vous avez accepté de signer avec Monsieur Bertin. Ça aurait été difficile de faire autrement, parce que de toute manière, c'était ça ou rien du tout. Donc, valait mieux ça que rien du tout. Même si on repère un petit peu d'argent, on a quand même notre véranda où lui compte. Pour décrocher sa véranda, Jean-Marie Ragon a donc déboursé les 10 000 € en complément de la compte déjà versée un an auparavant. Donc la véranda, elle vous a coûté finalement, cette véranda vous a coûté... 25 000 €, plus le temps qu'on a perdu, plus les soucis qu'on a eus, plus les démarches à droite, à gauche. Mais voilà, financièrement, elle nous a coûté 25 000 €. Et de là, lever votre plainte, vous n'irez pas jusque-là? Je sais pas. On va attendre un petit peu. Et puis moi j'ai ma véranda, mais il y a combien de dizaines de personnes qui n'auront rien au bout du compte. Jean-Marie Ragon reçoit ce matin le collectif des victimes. Monsieur Vautrin, bonjour. Bonjour, monsieur Ragon. Rentrez. Ça va? Oui, ça va. Allez, rentrez. Michel Vautrin était curieux de voir le résultat des travaux. Pour lui, l'effort tardif de l'artisan ne pourra pas faire oublier les chantiers bâclés et ceux qu'il n'a jamais commencé. Ben, c'est quand même une bonne chose. Bien sûr. Ouais. Bien. Comme on dit, c'est mieux que rien. Ouais, bah oui, mais depuis le temps que vous l'attendiez, quand même, c'est... Oui. Vous êtes surpris, monsieur Vautrin, quand vous voyez cette véranda? Parce que la vôtre, elle n'était pas dans cet état-là. Elle avait pas mal de malfaçons. Hein. Bah, ça doit pas être les mêmes poseurs. Moi, il me semble... Enfin, je suis pas un expert. Hein. Maintenant, c'est ce que je disais à monsieur Ragon. Il faut peut-être attendre 1 ou 2 mois hein, de voir ce qui va se passer. Bon, non, la mienne, elle était effectivement dans un état beaucoup plus pitoyable. Est-ce que vous êtes sensible à la bonne volonté de cet ex-entrepreneur? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a fait 3 bricoles pour essayer d'amadouer un petit peu les juges, parce que je pense qu'il sent que le vent est en train de tourner. Donc, effectivement, on se dit, oh là là, si ça se gâte, on va prouver qu'on a fait ceci et qu'on a fait cela. Ça vous agace, hein, ça? Un petit peu. Pourquoi? Si on refait les travaux pour les 83 personnes qui ont été escroquées, il n'y a aucun problème. Et là, si c'est faire, je vous dis, une goutte d'eau dans la mer et puis lever 2 plaintes, alors je pense que ça ne changera pas grand-chose finalement. Pascal Bertin a finalement été jugé pour escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute et infraction au code de la consommation. En première instance, il a été condamné à 1 an de prison ferme. Mais d'autres affaires aux conséquences bien plus importantes occupent régulièrement les tribunaux, les escroqueries financières.
Maman a été escroquée de 140 000 €. Il pensait tous avoir fait un placement très rentable auprès de ce courtier en assurance. Il a fait miroiter les bénéfices et le rapport de cet argent. Et au bout du bout, il l'a escroqué. Ils ont été trompés, pas escroqués. On sait très bien qu'il est parti planquer de l'argent quelque part, et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut le prouver, et personne ne peut le prouver, quoi. Du jour au lendemain, ils ont perdu les économies de toute une vie. Le montant total de leur préjudice, 2 400 000 €. Au centre de cette arnaque, cet homme de 53 ans. À un moment donné, il savait qu'il ne rembourserait pas les personnes. Ça, c'est certain. Je n'ai pas encaissé aucun produit de ces placements. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de braquage de banque. Mais c'est les braquages des particuliers. Alors il faudrait que ce soit puni. Pendant plusieurs années, le courtier proposait à ses clients des faux contrats de placement d'argent. Vous avez une véritable escroquerie ici, c'est-à-dire vous avez un stratagème, vous avez des manœuvres frauduleuses, vous avez ce que l'on appelle l'abus de qualité vraie, c'est-à-dire quelqu'un qui est courtier d'assurance, qui va abuser de cette qualité pour faire souscrire des soi-disant contrats d'assurance, alors qu'en réalité, il s'agit d'accumuler un patrimoine dont il va se servir largement et qu'il va dilapider. L'ex-courtier est poursuivi pour exercice illégal de la profession de banquier, abus de confiance et escroquerie. Son procès s'ouvre aujourd'hui à Bordeaux. L'accusé sera-t-il condamné? Les victimes vont-elles obtenir réparation? Janvier 2010, palais de justice de Bordeaux. Les 44 parties civiles de cette escroquerie attendent cet événement depuis 3 ans. Maître Arnaud Dupin est chargé de la défense de l'ex-courtier. Il prépare son client, il doit faire bonne impression. Il faut dire que l'homme joue gros, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Je vais vous dire, c'est simple. La seule personne qu'on a en face, c'est le procureur de la République. La partie civile, c'est une partie civile dans le procès. D'accord ? Donc les avocats sont là pour occuper un rôle, parfois dépasser un petit peu ce que sont leurs prérogatives. Donc ça, pour nous, c'est pas important. C'est important d'un procureur, les questions qu'il vous pose. Tout ce qui est à côté, c'est périphérique. Alors, la dernière liste. Plus que quelques minutes avant l'ouverture de l'audience, les avocats des parties civiles se présentent au procureur. Un petit bout du cabinet Lacombe, pour Madame Marcos, je me m'étais escroquée pour abus de faiblesse. Marie-Christine Marcos n'aurait raté ce procès pour rien au monde. Sa mère de 83 ans a vu ses économies disparaître dans la nature, 140 000 € qu'elle avait confiés au courtier. Je lui en veux de tout, d'avoir détruit beaucoup de choses et d'avoir détruit ma mère. Je lui en veux. C'est un criminel pour moi. Et elle n'est pas la seule à lui en vouloir. Gérard Gauthier s'est fait escroquer de 120 000 €, sa mère de 220 000 €. Qu'est-ce que ça fait de le voir aujourd'hui? Bon, du mépris, de la haine. Et puis après, en plus, quand il est arrivé, il m'a soutenu du regard. C'est même pas un homme pour moi. Il n'y a pas de nom il n'y a pas de terme pour qualifier ce genre de personnage. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. L'ex-courtier en assurance a-t-il employé des manœuvres frauduleuses pour faire souscrire des contrats falsifiés de placement d'argent? Que sont devenus les 2 400 000 €? C'est ce que devra déterminer le tribunal. Tout commence en 2000. Jacques S. est à la tête de plusieurs cabinets d'assurance. C'est votre ancienne société, c'était ici, c'est ça? C'est un des bureaux, effectivement. Un des bureaux que vous aviez combien d'agences à peu près 7, 8. À l'époque, l'homme est ambitieux. Il projette de créer un réseau national d'assurance. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de développer. Jacques S. rêve de bâtir un empire. Il n'en a pourtant pas les moyens financiers. Bonjour. Alors pour se développer, il va utiliser l'argent de ses clients. Et pour les attirer, il leur propose une rémunération de 5 à 8%, un taux supérieur au prix du marché. C'est-à-dire que s'il me disait, vous ferez un bon placement, vous aurez tant de pourcentage, et puis ce sera exempt d'impôts. Enfin, il m'a fait miroiter pas mal de choses. Et vous l'avez cru? Ah ben oui. Pourquoi? Ça me rapportait plus qu'à la banque. Mise en confiance, la vieille dame confie toutes ses économies au courtier. Eh bien, ça représente la somme est de 316 900 €, exactement. C'est énorme. C'est énorme. C'est les économies de toute une vie, c'est ça? Toute une vie, réduite à néant par un seul homme. Marie-Christine Marcos rend régulièrement visite à sa mère.
c'est mignon. Bonjour. Bonjour, mamie. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Colette Marcos ne se souvient plus de ce qui l'a poussée à confier 140 000 € à l'assureur. Des économies durement gagnées qui auraient permis à la vieille dame de vivre confortablement jusqu'à la fin de sa vie. Pour ma maman, oui, j'ai mal au cœur parce qu'elle n'a pas vécu et puis que c'est son argent qui est parti. L'argent. Elle a profité, vous voulez? Non, jamais. Jamais. Ce sont des gens qui ont épargné. Oui, elle a bien travaillé, mais voilà. Et ce sont des gens qui ont... Elle a épargné toute sa vie, elle n'a pas été au restaurant bien souvent. Elle a toujours été dure avec elle-même, travaillé et même dure avec moi, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai jamais été l'enfant gâté, enfin comme autrefois, on avait ce qu'il fallait, mais pas plus, quoi. Hein. Les 140 000 € placés auprès de l'ex-courtier lui rapportent 600 € par mois pendant plus d'1 an. Comme les autres clients, elle ne se doute de rien jusqu'au jour où elle ne perçoit plus un centime. Elle a dit, mais j'ai placé et il me donne plus par mois, je comprends pas. Alors montre ce contrat. Elle a montré le contrat. Et à la suite de ça, j'ai faxé à des amis assureurs de la Cano qui m'ont dit, mais vite, dépêche-toi, va voir le mec, il y a un loup. Il n'y a aucune compagnie d'assurance. Placé, c'est un contrat bidon. En fait, le courtier n'a pas placé l'argent. Il n'y a ni banque, ni contrat d'assurance. Et il a fait malheureusement ce qui est devenu tristement célèbre, la pyramide de Ponzi, de la cavalerie, c'est-à-dire payer les anciens contrats avec l'argent des nouveaux entrants. Et c'est une fuite en avant. Et il ne peut pas le nier, ça. Il ne peut pas le nier et ça ressort de l'instruction. Le montage financier permettait à l'ex-courtier de verser des intérêts aux anciens clients avec l'argent des nouveaux souscripteurs. Jusqu'au jour où l'argent ne rentre plus dans les caisses. À ce moment-là, le système s'effondre. Jacques S. est aussitôt mis en examen pour escroquerie et abus de confiance. Alors comment l'homme d'affaires, au sommet de sa carrière, a-t-il pu basculer dans la délinquance? La folie d'une ambition. La folie d'une ambition. La folie parce qu'elle aveugle, parce qu'elle ne permet plus de conserver les bons métrages et les bonnes distances. À aucun moment, j'ai douté sur la capacité de rembourser. C'est ce que l'ex-courtier va tenter d'expliquer au juge lors de la première journée d'audience. Bon, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Il essaie, comme d'habitude, il essaie, comme d'habitude, de noyer le poisson, de s'expliquer, comme si c'était un type qui n'était pas conscient de ce qu'il a fait, alors qu'il est absolument conscient. Il a proposé donc des contrats de placement garantis normalement et rémunérés à un certain taux d'intérêt plus ou moins intéressant, de 2000 à 2006. Il n'en avait pas le droit de le faire, puisqu'il n'avait pas les qualités pour ça, il était uniquement courtier en assurance. Donc il l'a fait en tout état de cause. Cet argent, il ne l'a pas placé. Il est poursuivi pour exercice illégal de la profession de banquier. Il ne conteste pas cette infraction, elle existe. Mais qu'on dise qu'il ait eu l'intention, par des manœuvres frauduleuses, de s'approprier l'argent des autres, c'est pas vrai. Ça peut paraître paradoxal, mais je suis quelqu'un d'honnête. Je pensais sérieusement que ce contrat n'était pas quelque chose de vraiment légal, tout en sachant que je suis persuadé que leur argent n'est pas en danger. Reprise d'audience. Jacques S. prétend qu'il n'a pas voulu escroquer ses clients. C'est pourtant lui qui a rédigé les fameux contrats. Il va devoir s'en expliquer à la barre du tribunal. Il devra également répondre de l'accusation d'abus de confiance. C'est vraiment minable. Il y a une suffisance, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais là, c'est horrible. C'est quoi de le voir? Affreux. J'ai envie de le... Ce sentiment de haine est partagé par de nombreuses victimes, comme ses deux frères. Leur grand-mère a été ruinée par l'ex-courtier. Elle est décédée depuis, leur héritage s'est envolé. On lui a fait signer en fait un contrat de pré-emplacement dans son lit d'hôpital mourante en détournant la totalité des fonds et nous héritiers on a dû payer en plus je dirais les impôts sur les droits de succession sur de l'argent qu'on n'a pas touché réellement. Les juges devront déterminer si l'ex-courtier s'en est pris délibérément à des personnes âgées.
Le côté un peu particulier de ce dossier, c'est que nombreuses des victimes de monsieur sont des personnes âgées et des personnes vulnérables. Donc on lui fait confiance, mais monsieur c'est aussi peut-être à qui il s'adresse. Il a abusé de la faiblesse de ma mère, puisque ma mère est une personne âgée, qui est dialysée et invalide. S'attaquer aux personnes âgées, une accusation lourde de conséquences. Pour se défendre, l'ex-assureur prétend qu'il n'était pas là au moment de la signature des contrats. Je n'ai jamais fait souscrire personnellement un de ces 40 ou 45 contrats. Pourtant, Jacqueline se souvient très bien de l'avoir reçu à plusieurs reprises chez elle. C'était un bonhomme qui présentait très bien, qui était très plaisant, beau parleur. Enfin, il avait tout pour lui, de toute façon. Il avait tout pour faire un bon escroc. C'est une personne qui est quelque part rusée parce que il met en isolement ses victimes. Il les isole totalement. Et c'est comme un prédateur. Il me disait par exemple, quand il venait lui-même me trouver pour des papiers ou pour me faire signer des papiers, il me disait « Je tiens à ce que vous soyez seul, que vous n'avez besoin de personne, que je ne veux personne, il voulait personne autour de nous, quoi, en somme. » Je n'aurais pas voulu que j'en parle à mes enfants pour qu'ils viennent pendant qu'il était là. Et il y a fait signer n'importe quoi. Il y a fait miroiter monts et merveilles, tout ça, et au bout du bout, il l'a escroqué. Ils ont été trompés, pas escroqués. Je n'ai pas encaissé aucun produit de ces placements. Alors, escroc ou piètre gestionnaire? La première journée de ce procès s'achève par les plaidoiries des parties civiles. Les avocats vont s'attacher à démontrer que l'ex-courtier a bien bénéficié de l'argent des victimes pour améliorer son train de vie. Monsieur le conteste, mais il a pris entre 2000 et 2006 1 035 000 € sur son compte personnel. Donc en 6 ans, il s'est servi une rémunération provenant de ces sociétés de plus de 150 000 € par an. Et tout ça, il n'y avait pas droit ou il n'y avait pas accès puisque ces sociétés ne sont pas capables de sortir un bénéfice. Elles n'ont été capables de verser ces sommes-là uniquement parce que M. faisait rentrer des sommes d'argent par ses contrats d'assurance qui se révèlent être une escroquerie. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Le bateau qu'il avait acheté dans les 200 000 €. Un magnifique voilier, il avait bon goût, hein. Et ça coûtait cher. Il est où ce bateau actuellement? Il a été vendu, il a été saisi et vendu par les domaines. Pour les créanciers, hein. Mais compte tenu de l'ensemble du désastre, il en faudrait 1000 bateaux comme ça. C'est impressionnant. La presse locale s'intéresse de près au procès de l'ex-courtier. On le compare à Bernard Madoff, le financier américain accusé d'avoir détourné 50 milliards de dollars que lui avaient confié quelques-unes des plus grandes fortunes mondiales. Certaines victimes vous considèrent quelque part comme un Madoff à la française. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ça? Tout ce que je possède est sur moi. Je doute que Madoff ait eu le même capital quand on l'a mis en prison. Bernard Madoff avait une certaine forme d'élégance en cela qu'il pillait les riches. Et lui, il a surtout pillé les pauvres. Il n'y a pas qu'eux qui ont perdu effectivement de l'argent. Ils en ont perdu, je regrette profondément. Mais j'ai donné aussi. Beaucoup plus que n'importe lequel de tous ceux qui sont concernés. Beaucoup plus. Alors pour prouver sa bonne foi, l'ancien courtier explique qu'il a investi tout son argent et vendu sa maison secondaire à Arcachon pour renflouer sa société. Alors la vente de ma maison a été versée dans l'intégralité dans la caisse de la société. Tout ce que j'ai gagné, j'ai tout mis dedans. J'ai vendu terrains, locaux commerciaux, d'autres placements. Chaque fois, tout a été totalement réinjecté. Est-ce que vous avez déjà vu un escroc qui, au moment où on se pose des questions, va injecter ce qui lui reste d'économie? C'est absurde. Moi, j'aurais tendance à dire que un escroc, c'est ce qu'il ferait. Dans le sens où monsieur va vraisemblablement être condamné. Tous ses biens vont pouvoir être saisis par les créanciers ou les parties civiles. Donc, qu'il ait un appartement à Arcachon ou qu'il ne l'ait plus,
pour lui, ça ne changeait rien au moment où il a réinjecté cet argent dans la société. Ça a juste permis aux sociétés vraisemblablement de vivre un peu plus longtemps, de faire croire à une apparence de solvabilité, de pouvoir continuer son escroquerie, de pouvoir peut-être continuer à faire signer des contrats. Et l'argent provenant de ces contrats et de ces parties civiles, il a peut-être lui placé ailleurs, à un endroit où on ne le retrouvera plus. À mon avis, l'argent est ailleurs. C'est votre sentiment, ça? Comment? C'est votre sentiment? Bien sûr, c'est mon sentiment. Vous pensez qu'il a planqué de l'argent? Oui. Il allait souvent au Luxembourg, j'ai appris, et il est allé l'été d'avant acheter un bateau aux îles Caïmans. On sait que ce sont des paradis fiscaux. Si jamais il a mis un peu d'argent dans les îles Caïmans, personne n'en saura rien et nous ne le récupérerons jamais. On ne va pas aux îles Caïmans mettre 1 million d'euros. Hein. On peut le mettre dans sa cave, ça passe inaperçu. Ça doit faire, je sais pas, j'ai jamais eu ça en espèces, quelque chose comme 40 ou 50 cm sur 10 cm de hauteur. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. C'est l'heure du réquisitoire. Mais les explications de l'ancien courtier n'ont pas convaincu le procureur qui réclame 4 à 5 ans d'emprisonnement. Le prévenu est abattu. C'est comme ça vient comme ça. Allez-y, libérez-vous. Pas de... Je crois qu'il a été abasourdi par les qualificatifs injurieux qui ont pu être à certains moments employés. Du genre ? Genre, vous êtes un minable, vous ne valez rien, vous êtes un escroc. Alors qu'il a été beaucoup plus attentif et marqué par le réquisitoire qui a rappelé que dans la société, il y avait des règles et pour le procureur de la République, les infractions sont caractérisées. L'homme a déjà passé 4 mois en détention préventive. Sera-t-il relaxé ou retournera-t-il en prison ? Février 2010, le délibéré sera rendu dans quelques minutes. Les parties civiles attendent avec impatience la décision des juges. Il n'y a pas de sang, alors. Il n'y a pas de sang, voilà. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de braquage de banque. Mais c'est les braquages des particuliers. Alors il faudrait que ce soit puni. La sentence tombe. Jacques S. est condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme pour escroquerie, exercice illégal de la profession de banquier et abus de confiance. Et chose assez inhabituelle dans ce genre d'affaires, l'homme est immédiatement placé sous mandat de dépôt. Voir quelqu'un condamné, c'est toujours quelque chose qui est lourd et qui est désolant, mais cela étant, la justice devait frapper. Et j'allais dire, même s'en sortir avec simplement 2 ans de prison ferme, c'est pas très cher payé, parce qu'il a derrière lui quand même des centaines de milliers d'euros pour les victimes, ce qui est considérable. 2 ans de prison et 3 ans de mise à l'épreuve. Alors, il va jamais rembourser, il va... Voilà. Et... Vous n'allez jamais revoir votre argent, Jamais. Vous savez, le tribunal ne pouvait pas rendre une bonne décision dans ce genre de procès parce que chacune des parties civiles préférerait que monsieur ne soit pas en prison et récupérer l'ensemble de l'argent qu'il leur avait confié. Et ça, ils ne reverront jamais le moindre sou. Et vous avez vu 10 minutes de délibéré pour dire condamne à payer, condamne à payer. Et chacune des parties civiles ne verra pas 1 euro. Le procès terminé, les débats se poursuivent entre avocats dans la salle des pas perdus. C'est pas un qualificatif juridique qui fait de vous un escroc. C'est votre personnalité, votre âme et conscience, vous savez ce que vous avez fait. Alors c'est pas parce que la justice dit que c'est une escroquerie que vous êtes un escroc. Pour qu'il soit pas escroc dans l'âme, j'allais dire, là n'est pas la question. Il y a une qualification judiciaire des choses, le comportement, les faits, les actes qui sont reconnus, le résultat, pouf, la justice tranche, terminé. L'accusé n'a pas fait appel de la décision de justice. Il dort le soir même à la prison de Gradignan. Marseille, Arlette était sûre d'avoir touché le gros lot. Tout d'un coup, je reçois une lettre. Vraiment, Madame Zira, vous êtes la grande gagnante, vous avez gagné 70 000 euros. Que j'étais contente. Ah, je vous assure. Je dis aux enfants, après je dis non, attends d'avoir le chèque. Et que j'étais contente toute la journée, j'allais, je venais, j'étais folle de bonheur. Mais ça ne s'arrête pas là. Arlette continue de recevoir régulièrement des lettres lui annonçant qu'elle va bientôt percevoir des chèques. 18 000 euros, 10 000 euros ou encore 22 000 euros. En 2 ans, ses gains s'élèvent à plus de 200 000 euros. C'est en tout cas ce qu'elle a cru. J'étais certaine que c'était vrai. Et surtout que c'était vraiment certifié avec le huissier de justice assermenté. Cette promesse de gain est toujours accompagnée d'un bon de commande pour acheter des crèmes.
Arlette pense qu'elle doit acheter pour toucher ses gains. Il y en a quelques-uns, dites, mais vraiment ça a été une arnaque terrible. Je vous assure, hein, vous avez gagné, j'achetais n'importe quoi, il fallait vraiment que j'achète. Regardez tout ce que j'ai acheté. Arlette avait caché son secret à ses enfants. Un jour, son fils découvre par hasard les centaines de crèmes que sa mère a commandées. Il y a de quoi faire en commerce, là. Crème de massage, pour la circulation, vigne rouge. Oui, crème pour la circulation, ça spray antidouleur. Oui, alors. Les flatulences. Oh, alors. C'est n'importe quoi. C'est impressionnant, c'est ahurissant. C'est ahurissant, on comprend pas comment on peut en arriver à manipuler les gens de telle manière, puisqu'en fait, elle était persuadée que plus elle allait acheter de produits et plus elle allait gagner. Persuadée qu'elle allait empocher le pactole, Arlette dépense sans compter. Elle commande pour 5 000 € de crème en tout genre. J'ai insulté ma mère, entre guillemets, en lui disant « Mais c'était une imbécile, comment tu as pu te laisser berner, comment tu as pu te laisser attraper à ce point-là ?» Et elle me dit « Ah oui, mais tu comprends, on m'avait proposé 70 000 €, il suffisait que j'achète quelques crèmes supplémentaires. » Arlette ne se contente pas d'acheter des dizaines de crèmes. Certaine d'avoir remporté le gros lot, elle refait même sa garde-robe. Oui, naturellement, je me suis acheté... Voilà, ça c'était pour le réveillon, je pensais tellement faire des choses extraordinaires. J'étais un petit peu folle, hein, parce que j'aurais dû quand même attendre d'avoir cet argent. Seulement dans la vie, quand on est confiant. Enfin, ça en fait beaucoup de dépenses basées sur un rêve. Voilà. Et ce qui est aberrant, c'est que dès le départ, tout le mécanisme a été construit pour tromper et pour arnaquer. Publicité mensongère ou pratique commerciale particulièrement sournoise. Une chose est sûre, Arlette n'a en fait jamais rien gagné. Les chèques qu'elle reçoit ne sont que des bons de participation à un jeu. Là, moi, je vois réclamer la super cagnotte, 18 000 € à remettre. Votre nom a été identifié sans aucun doute. Vous avez donc vraiment gagné. Là-dessus, l'astérisque renvoie à voir le règlement, qui n'est pas joint. Et ensuite, on précise simplement, pour recevoir votre chèque immédiatement, c'est simple, confirmer votre adresse, etc., retourner ce document. C'est honteux, ça c'est un abus de confiance. C'est plus qu'une arnaque, ça. À quel moment vous avez réalisé qu'il s'agissait d'une arnaque? Ah, ben quand j'ai pas reçu les 70 000 de l'un, et puis après l'autre non plus, j'aurais envoyé une lettre recommandée. Et c'est là où on m'écrit en me disant « Madame Zira, vous n'avez pas gagné, c'est promotionnel, c'est pas ça ». Quand elle a compris qu'elle s'était faite arnaquer purement et simplement, c'est une dépression, c'est des larmes quotidiennes, c'est... Donc ça a été très dur pour... Et oui, j'étais malade, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de problèmes, donc il n'est plus question de peindre, il n'est plus question... C'est vrai, j'adorais peindre, j'adorais... Et puis sortir, je sors beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, tout ça. Ben, même les amis, je ne les vois plus. Comment se défendre en tant que consommateur et quels sont les recours possibles quand on subit ce type d'arnaque? Alors, le principal recours, je dirais, c'est la contestation du montant de la facture, où là, vous pouvez notamment vous appuyer sur le fait qu'étant en situation de stress et un peu d'urgence, vous pouvez vous appuyer sur l'abus de faiblesse en disant que la personne a profité d'un moment où vous étiez dans un état de stress assez important, où vous ne pensiez même pas appeler un concurrent. Les tribunaux ont déjà reconnu, par exemple, qu'une famille qui devait partir en vacances, qui devait faire appel à une réparation d'urgence, était dans un état de stress tel qu'on pouvait qualifier l'abus de faiblesse. À ce moment-là, le professionnel se met en faute, civilement puisqu'il doit vous rembourser, mais aussi pénalement puisqu'il risque de la prison et une amende importante. Dans un instant, vous découvrirez quelle entreprise se cache derrière ces courriers qui promettent le gros lot. À Nice, nous avons rencontré un ancien employé de cette société. Il nous dévoilera les méthodes plus que douteuses de vente par correspondance. C'est plutôt du matraquage par correspondance. C'est rien de plus que l'exploitation de la misère humaine. La justice donnera-t-elle raison à Arlette, qui pensait avoir gagné plus de 200 000 € de chèques cadeaux? Je fais appel et en cours d'appel, je vais me déchaîner. Je vais me déchaîner parce qu'il n'y a pas de raison. Arlette comprend enfin qu'elle a peut-être été victime d'une arnaque et décide de porter plainte. Son avocate devra prouver la bonne foi de sa cliente.
elle entend bien s'appuyer sur les dizaines de lettres recommandées qu'Arlette a envoyées à la société de vente par correspondance. J'avais une telle confiance en votre maison que j'ai annoncé à mes enfants et petits-enfants de superbes cadeaux. Mais vos colis s'accumulent. Et je continue à vous faire de la publicité, à offrir quelques-uns de vos produits, mais les fameux chèques, je ne les ai jamais reçus. Je serais heureuse de ne pas m'être trompée. Elle commence à avoir des doutes. Elle leur dit, mais par pitié, dites-moi que c'est vrai, parce que je crois en vous. Voilà, dites-moi, envoyez-moi ce que vous m'avez promis. Voilà. Donc idée comme ça, alors j'en ai 51. Maître Terrain exige que la société de vente par correspondance verse à sa cliente la totalité des gains promis, soit plus de 200 000 €. Certains tribunaux ont, j'ai envie de dire, le courage, parce que c'est du courage, de passer le pas et de dire à ces boîtes de vente par correspondance dont les méthodes sont des méthodes douteuses, certains tribunaux ont estimé, ont sanctionné en disant écoutez, vous devez payer la totalité. Dans quelques semaines, le tribunal de Marseille rendra sa décision. En attendant, nous essayons d'en savoir un peu plus sur le business de cette entreprise. Pascal Tonnerre est à la tête du réseau Anti-Arnaque, un journal diffusé sur Internet. Il connaît bien cette société. Chaque semaine, il reçoit des dizaines de plaintes de personnes qui ont cru, comme Arlette, qu'elles avaient gagné le gros lot. Donc voici quelques mois de collecte, c'est-à-dire que soit nous-mêmes nous le recevons, ou soit bien sûr les consommateurs qui nous écrivent. Alors vous avez à peu près toutes les enseignes, avec bien sûr des promesses par milliers. Les techniques de cette société sont bien rodées. Dès la première commande, le client est enregistré dans un fichier. Commence alors pour lui un véritable harcèlement publicitaire. Et non seulement il va recevoir des publicités de la même société, mais de tous les satellites, soit français, soit étrangers. Donc il va être submergé d'offres publicitaires. Donc c'est la roue qui va prendre de la vitesse. Des courriers venant de différentes enseignes, mais la plupart d'entre elles sont les filiales d'une seule et même entreprise. Et visiblement, la méthode fonctionne. En 2008, la société affiche un chiffre d'affaires confortable de 45 millions €. Nous décidons de nous rendre au siège social, situé dans le sud de la France, à Villeneuve-Loubet. L'endroit est bien gardé, il s'agit en fait d'un domaine privé. Nous demandons à rencontrer le gérant de la société. Alors Oui, alors il faut faire demi-tour. Pourquoi? Pour quelle raison? Je vais vous dire. Et vous avez eu monsieur au téléphone là? Oui, j'ai eu monsieur. Et qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Ce monsieur ne désire pas vous voir, il ne vous verra pas. On va vous escorter, vous allez sortir de demi-tour, ça va là. Nous sommes priés de nous en aller. Nous tentons alors notre chance dans les autres bureaux de la société, situés dans l'arrière-pays niçois. Mais là encore, nous ne sommes pas les bienvenus. Aucun des employés ne daignera nous ouvrir la porte. Nous avons tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact directement avec un responsable de la société, puis avec son avocat. Est-ce qu'ils ont envie de répondre? Moi j'ai besoin d'avoir une réponse claire de sa part, voilà. Malgré nos multiples tentatives, nous n'aurons pas d'interview. C'est le culte du secret, c'est aussi une stratégie délibérée pour pas s'exposer aux médias, à la justice. Donc effectivement, tout est là pour dire qu'on est bien dans une structure opaque. Alors pourquoi autant de secrets? Qui tient les rênes de cette société? Nous avons une entreprise qui est dans les Alpes-Maritimes, dont le capital social est entièrement détenu par une autre société qui détient son siège au Luxembourg. On parlait d'opacité, c'est vrai que pour moi, le Luxembourg n'est pas synonyme spécialement de transparence dans les comptes. On sait très bien qu'est-ce qui se passe dans des paradis fiscaux. Une société opaque, basée dans un pays accusé d'être un paradis fiscal, divisée en une myriade de filiales qui utilisent le harcèlement publicitaire pour toucher une clientèle ciblée et souvent crédule. On est loin du simple attrape-nigo. Nice, c'est ici que nous avons rencontré Pierre, un ancien salarié de la société de vente par correspondance. Il a accepté de nous parler, à condition de respecter son anonymat. Le terme vente par correspondance est quand même assez usurpé dans leur cadre parce que c'est plutôt du matraquage par correspondance. C'est rien de plus que l'exploitation de la misère humaine. C'est méchant de le dire comme ça, mais c'est exactement ce qu'ils font depuis des années et des années. Ils exploitent des cibles, des niches de marketing parce que ça rapporte.
On sait très bien que le Français aujourd'hui adore les jeux, il aime bien jouer. Et puis en plus, ça peut tomber dans des familles, dans des ménages qui ont des difficultés financières. Enfin une bonne nouvelle, hein, à une époque on parle de crise, de chômage. Enfin une bonne nouvelle. Bon, il faut commander, je vais commander, pourquoi pas. Pour appâter les futurs clients, les produits proposés ne sont pas chers. Du coup, la société en vend beaucoup. Pierre s'est procuré un document interne qui comptabilise les ventes faites en une seule journée. Visiblement, la méthode est rentable. Ce jour-là, c'était en gros 223 000 euros. De commande. De commande. Ce qui est quand même pas mal. Une fois que la première commande est passée, le harcèlement commence. Chaque semaine, le client reçoit de nouvelles relances. Pour arriver à avoir 6 000 commandes par jour, on avait des gros dépôts. Ce qu'on appelle un dépôt, c'est des gros tracts qui sont envoyés aux gens, personnalisés par des grands imprimeurs qui ont des moyens techniques d'imprimer ça très rapidement, de lui déposer à la date prévue d'un centre de tri de la Poste pour que maximum 48 heures plus tard, les courriers soient partout en France. Si la société de vente par correspondance utilise ces méthodes de vente douteuses sans être inquiétée, c'est parce qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour étouffer les affaires qui pourraient porter préjudice à son image. Paris. Pierre-François Divier n'a pas le profil du client crédule. Il a pourtant reçu dans sa boîte aux lettres les fameuses promesses de gain. Cet avocat spécialisé en droit de la consommation n'a pas du tout apprécié qu'on se moque de lui. Voilà, monsieur Pierre Divier, vous avez gagné un prix. Maintenant, dites-moi une bonne fois pour toutes si vous acceptez ou non votre gain. Alors, j'avais gagné 15 500 euros. Deuxième et dernier appel. Réellement, vous y avez cru ou pas? Je me suis dit qu'il se foutait de ma gueule et que, effectivement, il y avait un problème. Mais ça, j'y croyais énormément. Pourquoi? Parce que dans leur envoi, il y a plein de pagailles, plein de papiers dans ces enveloppes. Dans leur envoi, ils incluaient un petit bulletin, comme ça, où il était écrit « Recevez vite le cadeau qui vous est réservé. Grattez à l'aide d'une pièce de monnaie la caisse y compte. » Donc évidemment, moi je gratte. Et qu'est-ce qu'on trouve? On lit « Bravo, vous avez gagné un séjour à Venise, valeur 400 euros. » Et sur les 5 envois, ou sur les 6 envois, j'en avais 3. Donc j'ai demandé mes 3 voyages à Venise. Et là, vraiment, il n'y avait aucun problème. Pour moi, ça, c'était vraiment évident. Pierre-François Divier s'imagine déjà à Venise. Il réclame ses voyages, mais plusieurs mois passent. Sans réponse de la société, il décide de l'attaquer en justice pour publicité mensongère. Après plusieurs années de procédure, la société de vente par correspondance tente de trouver un accord à l'amiable. Mon avocat me dit, il y a un accord avec vous renoncez à votre pourvoi en cassation et on vous paye 4 000 euros. Alors c'est quoi un accord transactionnel? Tout simplement un consommateur qui menace d'aller en justice pour clamer son dû et là a accepté de faire un chèque main dans la main selon un accord négocié avec la seule obligation pour le consommateur, c'est surtout de s'arrêter là. Donc en fait la société a essayé de vous acheter, c'est ça que vous voulez dire? Elle a essayé de ne pas faire avoir de pourvoi. Je vous dis franchement, c'est vraiment un bâton merdeux cette affaire. Je suis pas sûr de gagner au cours de cassation. Je vais accepter. Retour à Marseille, nous retrouvons Arlette dans le bureau de son avocate. La justice lui a donné raison. Le tribunal a condamné la société de vente par correspondance à lui verser un dédommagement pour préjudice moral. Le tribunal, en prenant sa décision, a quand même sanctionné. A dit, ce mode de vente ne me convient pas. C'est vous la victime. Ça a été estimé à 5 000 euros, ce qui, de mon point de vue, n'est pas assez. Nous allons faire appel. Pourquoi? Vous estimez que c'est pas assez? C'est pas assez. Parce qu'il y a eu quand même des crèmes achetées, la croyance qu'elle a mis, les projets qu'elle avait faits. Elle a vraiment l'impression d'être bernée. Elle est absolument pas satisfaite de ce résultat. 5 000 euros, ça suffit pas. Maître Terrain fait appel de la décision. Elle exige que les sommes promises à sa cliente, soit en tout 219 000 euros, lui soient versées intégralement. Moi je dis c'est des méthodes qui frisent, qui flirtent avec l'immoralité. Il faudrait arrêter. Notre société est faite pour protéger les personnes âgées, les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas toute leur capacité à réagir. Mais bien entendu, c'est pour ça que je fais un procès, c'est pour ça que je fais appel. Je fais appel et en cours d'appel, je vais me déchaîner. Je vais me déchaîner parce qu'il n'y a pas de raison. Depuis, Maître Terrain a été contacté par d'autres victimes. Ce type de société de vente par correspondance pourrait bien être inquiété dans les mois qui viennent.
Est-ce que vous diriez qu'avec la crise, les arnaques et les abus en tout genre se sont développés ou pas tant que ça? Non, en fait, c'est plus lié, la multiplication des abus est plus liée en fait au développement d'un secteur. On l'a vu avec Internet quand il est arrivé, on a eu beaucoup de plaintes de gens qui n'étaient pas livrés. D'autres arnaques type phishing, où on vous arnaque sur votre compte bancaire en essayant de récupérer vos données. Les énergies renouvelables aussi, où on a une explosion des litiges, puisque là c'est un nouveau secteur, on n'a pas forcément des professionnels compétents tout le temps. On a beaucoup de gens qui se lancent un peu comme un Eldorado en se disant voilà, c'est des produits très chers sur lesquels les marges peuvent être très importantes. Je le vends facilement parce qu'en plus il y a des crédits d'impôt. Les gens se disent bon, bah alors je paie très cher, mais j'ai je paie moins d'impôts, donc c'est pas si cher que ça. Mais voilà, c'est plus lié au développement d'un secteur. Le temps que ce secteur se rationalise, apparaissent vraiment des professionnels reconnus, que lié à la crise ou non crise. Plus la technologie évolue et plus les escrocs s'adaptent. Aujourd'hui, leur nouveau terrain de chasse est désormais Internet. En France, 1 internaute sur 10 serait victime de fraude. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.